Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel un mercredi sur deux à 21h. Bon là, 22h, parce que... Enfin, 22h même 17. On a eu un tout petit peu de retard, mais bref, ça, voilà. Mesdames et messieurs, avec le recul, ça fait la 32e émission de Radio Dojo qu'on fait, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé cinéma. Déjà parce que je suis pas très cinéphile, il y a plein de films qui sont considérés comme des classiques que je n'ai pas vus. Mais comme j'ai un frère cinéphile, j'ai pu regarder 2-3 films par-ci par-là et je me suis dit, un jour, il faudrait peut-être qu'on parle de cinéma, pas seulement d'animation japonaise comme on l'a fait sur d'autres numéros, mais cinéma. Et à l'époque, j'avais proposé à un chroniqueur qu'on fasse une émission sur les différences de métrage dans l'audiovisuel et celui-ci avait décliné l'invitation car il pensait ne pas être légitime à parler de ce sujet-là. Bon. Et finalement, j'ai décidé de ressortir ce sujet du placard quand j'ai rencontré mon invité du jour, parce que il est lui aussi critique ciné, mais il a également réalisé un petit court-métrage dont on mettra le lien en description avec son ami Guillaume, je crois que c'est Guillaume fait son ciné, c'est ça? Nickel. Et du coup, quand je lui ai proposé, alors sachant que quand je lui ai proposé, il a humblement accepté, sachant que petite anecdote, la première fois que je l'ai contacté, c'était sur un de ses streams sur le chat où je lui ai dit qu'il avait une gueule à tourner dans un Sergio Leone. Pas forcément le meilleur premier contact, hein. Ouais, bon. Mais malgré tout, il a accepté. Donc, donc il est donc reviewer sur sa chaîne, la chaîne du connard. Ça ne s'invente pas. Je vous demande d'accueillir Joseph Ali. Salut à toi. Salut à toutes, salut à tous. C'est normal que moi je te vois pas. Alors, c'est normal. Alors, il y a un autre truc qui est pas normal, c'est que... Attendez, par contre, alors, c'est normal que tu me vois pas parce que... Ah oui, c'est bon. C'est normal que tu me vois pas, c'est parce que ma webcam ne prend que en compte... n'est pris en compte que par OBS. Il peut être pris en compte que par un seul logiciel à la fois. Donc, voilà, mais tu peux me voir sur Radio Dojo. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Comment vas-tu? Bonsoir à toi, merci pour l'invitation, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter à ta description parce que j'ai cru comprendre que tu avais d'autres activités en dehors de celles que tu fais sur le web? Alors, j'ai un métier comme tout le monde, hein. Bien sûr. Juste pour rectifier un truc, j'ai pas fait un petit court-métrage, j'ai réalisé 4 à 5 clips à peu près. Ouais, si on compte, attends. 5 clips. J'avais fait déjà 2 courts-métrages quand j'étais beaucoup plus jeune, dans les années 2000, début 2000. Et, c'est effectivement mon premier court-métrage depuis 22 ans, je crois. D'accord, parce que je m'étais surtout basé sur ce qui était sur ta chaîne YouTube. Donc, ouais. Normal, D'où mon erreur. normal. Mais à culpa. Sinon, ben, j'ai mes activités YouTube sur la chaîne du connard que tu as très bien cité, où à la base on fait de la critique ciné, mais depuis que YouTube rémunère un peu moins les créateurs de contenu, euh, je fais moins de vidéos. Mais il y a des lives tous les samedis soirs, les lives à la con, et puis il y a des lives spécialement pour les abonnés. Donc ça nous permet de nous retrouver, de parler cinéma, de rigoler, de déconner, de se détendre un peu. Voilà, c'est ce que je fais. Et puis cet après-midi, ben, j'étais justement avec Guillaume fait son cinéma, parce qu'on prépare notre prochain film où il est acteur et producteur du prochain court-métrage. Voilà. D'accord. Eh bien, pour commencer cet entretien, on va commencer par poser quelques questions sur toi, parce que tu es aussi là pour ça. Quels ont été tes premiers contacts avec le cinéma? J'ai souvenir d'un entretien chez Camille de la Taverne de Luc, que j'embrasse d'ailleurs, parce que je vais faire les manches disques avec lui demain, où tu disais Ouais. que tu étais né au Cameroun. Est-ce que c'est au Cameroun que tu as eu tes premiers contacts avec le cinéma, ou c'était bien plus tard? Non, je suis né au Cameroun, je suis camerounais, Ouais, ouais. je suis franco-camerounais. Je suis né au Cameroun, ouais, je suis très fier de mon pays. J'ai grandi au Cameroun. Euh, et je fais un bisou à Camille. Et juste, je te demande une seconde, comme ça je partage le lien dans le groupe. Et je leur dis si quelqu'un peut faire un tweet propre. Donc,
mon premier contact avec le cinéma, je crois que, comme j'avais dit chez Camille, si on parle de la salle de cinéma, de toute façon, j'ai... Le premier contact avec le cinéma, c'était des VHS. Et mon premier film que j'ai regardé, même pas, je te mens. Mon premier contact avec le cinéma, c'était des Super 8. Et c'était Bambi. Bambi. Est-ce que tu fais partie de Bambi, cette génération qui a été traumatisée par la mort de la mère? tranquille, t'as vu. Moi, je viens d'un quartier un peu difficile, donc Ah bah oui, en plus, oui. tranquille. Oui, mais on n'est jamais blindé face à ce genre de scène en règle générale. Non, mais si tu veux, euh, dans mes souvenirs, j'ai pas le traumatisme de la mort de Bambi, je l'ai eu après quand j'ai revu le film. D'accord. Mais dans mes souvenirs, j'ai surtout euh, énormément d'empathie pour Bambi à ce moment-là. Et c'est pour ça que je kiffe le film après, tu vois. Je vois. Ouais, Mais, euh, mais ouais, après, c'est un mécanisme de cinéma en fait. Euh, Parce qu'on va parler de ça ce soir. En fait, c'est assez simple. Si je te mets en scène dans un film que j'ai écrit, dès la première scène, on tue ta femme et tes gosses, les spectateurs te kiffent. Ils ont de l'empathie pour oui, oui. toi, ils veulent que tu t'en sortes. C'est vrai. Après, s'il y a un petit bag, si on fait un peu de développement de perso aussi derrière, j'ai remarqué ça, c'est que on voit quel personnage tuer avant qu'il arrive ce drame-là, et on s'attache d'autant plus aussi. Souvent, ça fonctionne comme ça. Quand on a un affect avec ce personnage. De toute façon, si tu veux générer de l'empathie pour ton personnage, il faut que tu lui fasses du mal, que les gens se disent, oh putain, il a mal, et il faut qu'il s'en sorte et qu'il soit dans l'adversité pour que les gens se disent, ouais, t'es un bon, t'es mon gars. Je vois, ouais. Et voilà, et puis après, ben, si tu le fais souffrir, le spectateur souffre avec lui, et si tu le fais s'en sortir, le spectateur s'en sort avec lui. Après, certains vont te dire, oui, mais Michael Haneke, il est beaucoup trop froid avec ses persos principaux, ce qui fait qu'on ressent moins d'empathie quand ils se font torturer. C'est un peu le discours de Durandal, par exemple. Euh, Durandal que j'aime beaucoup. Hmm. Si jamais il regarde ta chaîne, je lui fais un coucou. Ça m'étonnerait, mais quand Euh, même. je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup Durandal, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, Plus avant que maintenant parce que je me lasse très vite. Lui, j'ai mis du temps à me lasser, mais j'ai commencé à me lasser des vidéos. Euh, Michael Haneke a un cinéma particulier Hmm. qui est très, comment dire, qui est très froid et, qui ne suscite pas de lui-même une émotion en fait. C'est toi Hmm. qui dois aller chercher l'émotion que tu y trouves. D'accord. Et de par ce fait, moi, c'est pas un cinéma que j'aime beaucoup. Euh, et déjà parce que je pense que c'est pas un cinéma de personnages, Hmm. c'est un cinéma d'ambiance en fait. Et moi, ça me suffit pas en fait. Il me faut plus de dope. Tu vois. Oui, je comprends. Moi, il me faut plus de dopamine en fait. Je comprends. Est-ce qu'il y a eu un film qui a été un déclic? Un film où tu t'es dit, c'est là-dedans que je veux me tourner, ce qui t'a amené à réaliser tous ces courts-métrages et à faire de la critique ciné. Est-ce qu'il y a un film où c'est passé de simple intérêt à passion? Ou de suite ça a été... Alors, je veux pas dire de bêtises, que la fatigue peut me faire dire des bêtises, mais je pense qu'il y a le professionnel de, je crois que c'est Lautner avec Belmondo. Et ouais, en fait, non, il y a Bruce Lee. Moi aussi. En fait, comme beaucoup d'enfants, je voulais être Bruce Lee, mais j'avais une particularité qui était liée au fait que ben, moi, je suis né à la fin des années 70 et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le câble, et moi, je suis né au Cameroun, il n'y avait pas la télé. Hmm. Donc, j'avais 3 VHS
Et au début, on avait juste 2 bandes Super 8 ou 3 bandes Super 8 qu'on se passait en boucle. Et des fois, on n'arrivait pas à mettre le son, donc on avait juste les images, ça faisait des films muets. Mais je pense, Bruce Lee et Belmondo, quand j'étais enfant, j- j'ai j'ai toujours voulu faire ça. Et, euh, et le vrai déclic, en fait, si tu me demandes quels sont les films ou quel est le film qui m'a créé un déclic, il n'y en a pas un. Mais le vrai déclic, c'est que mon père, à un moment donné, on avait eu deux, trois moyens, et il avait eu une caméra, tu sais, une grosse caméra 3ème où tu mettais une VHS dedans. Hmm. Et quand il n'était pas là, je faisais tourner mes cousines. Et je filmais avec la caméra, et je me suis fait défoncer d'ailleurs à cause de ça. Mais je le faisais assez souvent parce que... euh, et j'aimais bien déjà mettre en scène et faire des films, en fait. J'aimais bien raconter des histoires comme ça. Et je pense que ça, plus ces films que j'ai regardés enfant, mais quand je te dis que je les ai regardés, euh, j'ai dû les regarder. Si je te dis 1000 fois, peut-être je te mens, peut-être c'est plus. Pour J'ai- de vrai, parce qu'en fait, les gens peuvent pas comprendre, mais nous, les vacances, on avait rien à faire. D'accord? Au Cameroun, quand c'est les vacances, il n'y a pas de centre aéré. Soit vous jouez au foot, et à l'époque, je vais pas faire le Lafouine, tu vois. Il n'y avait pas toujours de ballon. Et pas d'eau chaude pendant 3 4 ans. Non, je vais pas. Ça jaille. Je vais pas faire Fouini Bay. Euh, Funny Pipe. Dédicace à Laoni, c'est pas bien ce que t'as fait. Wallah, ta mère, elle aurait pas été contente. Euh, Pas bien, faut pas dire des trucs comme ça. Skin, c'est pas. Bisous maman. En plus, elle regarde Radio Dojo. Et bisous à tout le square Georges Sand à Trappes aussi. Parce que j'ai de la famille là-bas, c'est pour ça on se connaît, c'est pour ça. Et je me permets de déconner parce que on se connaît. Oui. Et mais en fait, t'as une VHS ou deux VHS. Tu vois, il y en a pas beaucoup. Et on avait un petit magnétoscope tout gris comme ça, chelou, il fallait appuyer fort dessus et tout. Ouais. Et t'as que cette VHS là. Quand Bah. il pleut, tu vas regarder tes deux VHS. En fait, tu vas mettre par exemple Big Boss, La Fureur de Vaincre. Ah, des fois, si t'as un enregistrement d'un autre truc, tu mets l'autre truc et ensuite tu remets Big Boss. Et ça me gênait pas. Et en fait, mais même ma compagne a été choquée des fois parce que moi, je peux regarder c'est-à-dire, je peux finir un film, le remettre au début Bien sûr. et le revoir Mais tout de suite. j'ai l'impression, si je peux me permettre, parce que bon, moi je suis plus jeune que toi, je suis né en 96, mais j'ai l'impression qu'à l'époque où il y avait encore un monopole du support physique, pas seulement au Cameroun mais aussi en France, il y avait un côté précieux à la culture. C'est-à-dire qu'un CD, un DVD, même les films pas ouf, ou même les morceaux les plus éclatés, tu les saignais en boucle parce que c'était précieux, parce que c'était tout ce que tu avais en termes de physique pure. Et le démat a peut-être flingué ce côté précieux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu trouves que le démat a flingué le côté précieux de la culture? Je dirais pas flinguer le côté précieux parce que euh, même si abondance de biens ne nuit pas, euh, euh, si pour moi c'est un peu comme si moi j'aime beaucoup le chocolat. Oui. C'est un peu comme si tu me donnais plein de tablettes de chocolat. À un moment donné, j'en aurais tellement qu'en fait je gaspillerais. Je pense que c'est pas ça flingue pas le côté précieux de la culture, mais on va dire que ça ça dévalorise et surtout ça empêche d'aller au bout d'une œuvre. Hmm. C'est ça, en fait. Dans ce que tu dis et que je trouve très judicieux, tu dis on avait des morceaux des fois de merde qu'on saignait, mais
Frère, j'ai saigné des cassettes jusqu'à ce que la cassette puisse plus tourner. Ça a dit... Oui. Tu vois, la cassette était morte, la bande était fumée. J'avais un album, c'était Minus to Midnight de Linkin Park. C'est l'un des pires albums que j'ai jamais écouté. Mais je l'avais en physique, je l'écoutais en boucle. Parce que j'avais que ça. Mec, écoute, tu veux une anecdote là-dessus? Vas-y. Quand j'ai découvert Spotify, au début, c'était en 2000, je crois, 17 ou ouais, 2017 que j'ai découvert Spotify. Avant, j'étais sur Deezer. Hmm. Mais je téléchargeais toujours mes musiques parce que moi, je voulais avoir les musiques dans mon téléphone. Tu sais, pour quand t'as pas la connexion, quoi. Oui, bien sûr. Et je découvre Spotify et je m'aperçois, bon, il y a pas mal de choses. À un moment donné, je me rappelle des musiques que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Je me dis, ouais, il faut écouter cet album, putain, c'est vrai, il tuait et tout. Et des fois, il y a des trucs bien, il y a beaucoup de trucs bien. Mais il y a des fois, tu te dis, c'est vrai que ça pue quand même. Il y a le groove, hein, mais ça pue à mort, quoi. Le son est pourri, c'est mal mixé. Tu te dis, mais en fait, on allait vraiment au bout des œuvres. Tu vois, il y a un album d'Ice-T qui s'appelle Original Gangster. Mhm. Euh, Aujourd'hui, si tu sors cet album, les gens vont en extraire les singles. Il y aura des vrais fans qui vont aller au bout, mais la plupart des gens vont extraire une, deux, trois chansons et se les mettre en boucle, en fait. Et tu passes à côté, des fois, d'un d'une seconde écoute et d'une seconde compréhension même de l'ensemble de l'album parce que tu as écouté tout l'album du mec, tu comprends certains trucs, tu vois. Et des fois, tu passes à côté de morceaux. Comme moi, je me souviens l'album de Jay-Z, Blueprint. Ben, si tu voulais écouter Mom Loves Me, il fallait que t'ailles, c'était un track caché sur le CD. Et ça, je te Oui. parle pas c'était un track caché. Aujourd'hui, tu tapes Mom Love Me et il te donne le morceau sur, tu vois. Hmm. Donc, je sais pas c'est le côté précieux qu'on a perdu parce que c'est toujours précieux. Là, j'en veux pour la preuve, la commercialisation de coffrets, etc. Donc, c'est toujours précieux pour certains. Mais je pense que ce qu'on a surtout perdu, c'est la patience d'aller au bout d'une œuvre. Hmm. Effectivement, ouais. Voilà. Euh... Mais Pardon. on a perdu également la patience et moi, Le Parrain, ce qui est pour moi le plus grand film jamais réalisé. Je regarde Le Parrain, il dure 3 heures, je peux le regarder en boucle. Ça me gêne pas. Quand tu dis à quelqu'un aujourd'hui, ouais, le film dure 2 heures et demie, le mec te regarde, il te fait, putain, même moi, hein. Parce que la société est comme ça et c'est aussi vrai pour la dématérialisation. Hmm. Et souvent, on est plus indulgent vers les films qu'on a déjà connus. Moi, par exemple, La Ligne Verte, 3 heures. Ouais, ben j'adore ce film. Donc, vas-y, on se tape 3 heures. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a moins la patience pour certaines choses. Et la chaîne de quoi est partie la chaîne du connard? C'est parti de quoi, en fait? Ah, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Vengeurs de Candor, Mhm. qui est né du hashtag Restore the Snyderverse. Le Ah, Snyder sexuel, tout ça. Bon. Moi, je suis très gros fan de Zack Snyder, comme tous les Vengeurs de Candor. C'est quasiment une règle pour être Vengeur de Candor. Quasiment. Il y a certaines exceptions, mais c'est parce qu'ils sont très fans de Superman. Mais voilà, ça fait partie des règles pour entrer dans la secte. C'est un peu comme la scientologie. Euh, et je plaisante, hein. Non, parce que je sais qu'il y a des cons, ils vont prendre ça au sérieux. Et, et, euh, et quand on a créé ce collectif, ben, moi, naturellement, ben, j'ai commencé à parler de cinéma avec mes potes, tu vois. Et de fil en aiguille, je sais que j'ai fait ma première apparition chez Merej. Il Hmm. était 1 h du matin, j'étais à Walp en fait. Mais pour de vrai. Et après, on m'a dit, ouais, mais tu passes bien. Ça te dirait de venir dans telle émission. Donc, je suis allé dans une émission, dans l'émission d'un autre, dans l'émission d'un autre. J'ai fait des featuring pendant 1 an.
Et au bout d'un an, ben, on me disait, ouais, fais ta chaîne, fais ta chaîne. Ben, j'ai fait ma chaîne au bout d'un an et demi. Et pourquoi la chaîne du connard? Parce que peut-être toi, ta maman, elle t'appelait mon cœur, mon bébé, tout ça. Moi, ma mère, elle m'appelait connard. Pour de vrai, c'est affectueux pour elle. C'est-à-dire, quand elle rentrait du travail à la maison, elle disait, il est où le connard là. Oui, c'est un peu comme dans le sud. Moi, je vis à Béziers. On dit souvent, eh, couillogne! Mais c'est pas méchant, Ouais, c'est voilà. couillogne. Je sais pas si tes viewers savent que les gens de Béziers, ça s'appelle des Biterrois. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas que le nom Béziers qui est chelou, il y a aussi leur nom. C'est des Biterrois. Il y a le maire aussi qui est chelou. Alors, C'est très bizarre. ouais, mais C'est comme tu connais le rugby, à l'époque, il y avait un entraîneur. En fait, il y avait tu connais, il y a une ville qui s'appelle Castres. oui. Hmm. Ok? Et cette ville, le club de rugby a eu la particularité d'avoir deux entraîneurs. Et l'un s'appelait Travers et l'autre s'appelait Labitte. C'est vrai, hein. Oh mon dieu. Et du coup, quand tu entendais la radio, le match de rugby ou quoi, ou que tu regardais un faux sport, ah, voilà les entraîneurs castrés, Labitte et Travers. Oh Je te mon jure. dieu. Horrible. Vas-y, excuse-moi, c'était une déviation. Non, non, il n'y a pas de souci. Justement, tu parlais du fait que tu étais à poil dans un live de mes rêves, mais c'est vrai que moi j'ai regardé 2-3 de tes lives à la con, notamment celui où je t'avais comparé un perso de Léoné. J'espère que tu l'avais pas mal pris, mais c'était le truc que je venais d'y Au penser. contraire. Hein? Au contraire. Ah ouais? Si tu me vois même en mode. Oui, t'avais fait ça, oui. Tu vois, j'aime bien. Ok. Bon, si tu l'as pris comme un compliment, tant mieux. Mais c'est vrai que dans les lives à la con, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est que c'est présenté comme des critiques live de films vus hebdomadairement. Mais très souvent, tu pars sur des discussions sur le porno. Et il y a un côté très, comment dire, très anarchique, mais pas au sens péjoratif, mais il y a un côté très anarchique et très discussion entre potes, discussion un peu de bistrot. D'où est venue cette approche en fait dans les lives à la con? Parce que c'est peu commun même sur YouTube. En fait, tous les gens sur YouTube, que je connais, même mes frères comme John Ali, tout ça, font des trucs plutôt politiquement corrects, tu vois. Hmm. Moi, hein, je voulais que mon live, et je l'ai toujours dit depuis le début, je voulais que le live à la con, ça soit le bar. Tu vois, quand tu rentres dans un bistrot Hmm. et que t'as tout le monde qui est en train de parler de tout, de rien, de refaire le monde, t'as un abruti qui te dit que ouais, il faut voter machin, vote Mélenchon au premier tour, Le Pen au deuxième, tout ça. Euh, je voulais que ce soit ça, avec centré sur le cinéma, qui tourne autour du monde du cinéma. Hmm. Et moi, je viens avec une ligne éditoriale qui est simple. J'ai des thèmes, mais la digression dépasse le thème. C'est ça le concept du live à la con. Je vois. Donc, on peut commencer à parler on va parler de la Snyder Cut. À un moment donné, ça va parler d'Ezra Miller. Ça va finir en étranglement à Hawaï. Et tu sais pas comment ça se fait. On va arriver avec ouais, la meuf qui jouait dans Hawaii Police d'État et qui a fini par épouser un acteur du porno. Mais d'ailleurs, cet acteur, tu vois. Ouais. Alors moi j'ai pas fait de bar parce que je peux pas boire d'alcool, problème hépatique oblige, mais des discussions entre potes, ça vire tout souvent comme ça. C'est-à-dire on part sur tel sujet et on saute du coq à l'âne en 30 minutes, ça n'a aucun sens, et même nous on est en mode, attends on a parti de quoi déjà à la base? Attends, je disais quoi? Voilà. C'est ça le live à la con. Et ça a une particularité par rapport aux autres chaînes. On ne censure pas le chat. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais ne doivent pas manquer de respect les uns aux autres. Hmm. C'est-à-dire, tu peux pas, tu peux dire ce que tu veux dans le chat, que t'as pas aimé tel film, que ça pue, que t'aimes pas ce que ce réalisateur fait. Tu peux dire dans le chat, ouais, je suis fâché, j'ai eu une journée de merde. Tu peux dire ce que tu veux, mais il faut pas manquer de respect aux gens. Hmm. Voilà. Il y a vraiment une liberté de ton à laquelle je tiens.
Et même j'ai 16 ou 17 modérateurs qui sont, je leur dis, vous défoncez les mecs si c'est chaud, comme si c'était des videurs. Oui, Vous défoncez les mecs si c'est chaud, mais vous les laissez s'amuser quand même, tu vois. ouais. Voilà, s'il y en a à un moment donné qui fait une blague toute bidon dans le chat, on va pas le ban. S'il y en a un qui, tu sais, il y a des mecs qui viennent avec des, tu sais, les noms chelous pour faire striker ta chaîne. Je vais pas le lire, mais je le banne pas, sauf s'il va vraiment très loin. Oui, Voilà. oui. Et que C'est- ça oh, commence à petite, Allemagne des années 40, c'est pas bon, tu vois. petite pensée pour The Kerry 78 qui s'en était bouffé plein à l'époque. Le The Vous m'avez déçu 78, The Kenny fait son ramadan 78, ils s'en mangeaient plein comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont Ah plus ouais, border, non. et des fois ils s'amusent à faire des dons pour qu'on lise leur pseudo, et souvent phonétiquement ça ressemble à une dinguerie, et du coup le Twitch se fait sauter. Ah ouais, le mec, tu vois, tu vois marquer l'achat, et après plus loin, ta mère. Donc l'achat à ta mère, tu vois. Ouais, voilà, c'est terrible. Je sais pas si on peut le dire ça sur Twitch, bon bah tant pis. De toute façon, on a déjà eu un guitariste de punk qui a traité son ancien collègue de Salcon en direct sur Radio Dojo, donc à partir de là. Bye. Après, c'est de la poésie ce que je fais. Oui. On va pouvoir passer un peu sur le thème. Alors, avant, on va définir un peu parce qu'on va parler de métrage. Alors, selon le CNC, le court métrage est un film durant moins de 60 minutes et un long métrage plus de 60 minutes. Et certains rajoutent à cette définition le moyen métrage qui, selon eux, est entre 30 et 59 minutes. Donc pour eux, 1 à 29 minutes court métrage, 30 à 59 minutes moyen métrage, plus de 1 heure long métrage. Est-ce que toi tu souhaiterais nuancer, rajouter des éléments à cette définition ou La, défini- la définition du CNC, je peux faire un suppôt avec. Ok. De toute façon, ils me donnent pas d'argent. Ils veulent pas me donner d'argent. Euh, euh, mais l'autre définition est juste. Toi tu comptes le moyen métrage. C'est ce qu'on nous enseigne en cinéma. Ah. Ouais. D'accord. Quand tu vas à la fac, c'est ça. Bah il y avait des cours Après, tu as d'histoire. des durées, mais quand tu étudies le cinéma, c'est comme ça que c'est présenté. Ouais. D'accord. Bah, moi j'avais des cours d'histoire du cinéma, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais abordé ces définitions-là. On préférait nous faire voir Rashomon de Kurosawa. Très bon film d'ailleurs. Alors, Oui, mais tu sais, par exemple, si ton devoir c'est un court, on te demande de réaliser un court métrage, ouais, ben, vous abordez la durée. effectivement oui. Et t'as toujours le petit génie de la classe. Eh mais monsieur, du coup, si je fais 29 minutes 59. Voilà. Je vois. Est-ce que tu... Selon toi, c'est quoi les principales différences narratives entre ces formats? Ce que tu as pu voir en tant que critique ou en tant que réalisateur de court-métrage. C'est quoi les principales différences narratives que tu as constatées? J'espère que je vais pas être trop prolixe. Euh, Comment ça? euh, Prolixe trop long dans Ah, dans mon développement. on s'adapte à Bon, l'invité, hein. oui, mais parce que la question, en fait, je pourrais y répondre vite fait, mais ce serait manquer de respect à ta question qui est très bien structurée. Ah, merci. Euh, la forme narrative, là où il y a la particularité du court métrage, pour moi, attention, ce que je dis, je suis pas prof de cinéma. Hmm. Mon pote Alex Kiria, lui, il l'est. Mais moi, je parle de ma sensibilité à moi. En De tant que ton expérience réalisateur, aussi. c'est de mon expérience. La, le développement de personnage dont tu parlais tout à l'heure Hmm. est moins étoffable dans un court métrage. Euh, Là, par exemple, mon prochain court métrage va durer plus de 20 minutes. Hmm. Euh, Tu peux étoffer ton perso quand Bien tu sûr. l'écris. En général, dans 80 à 70 à 80% des cas, un court métrage est une action donnée à un moment. Hmm. Et
si tu veux, on te raconte une histoire précise. Euh, dans un moyen, déjà, quand tu passes au moyen métrage, tu peux raconter l'histoire de deux personnes en développant un peu les personnages, en approfondissant un peu la thématique que tu veux, etc. Mais pour moi, le court métrage est une porte au reste. Je sais pas si c'est moi ou t'as du souffle. Ah, excuse-moi. C'est... Attends, du souffle, c'est peut-être les grésillements de mon micro? C'est ton micro qui grésille, à mon avis, ton câble est pas... il truc. Ouais, non, c'est ça, ça lui arrive souvent. Hop. Donc voilà, pour moi, le court métrage, c'est une... Moi, dans ce que je fais, tu peux exprimer une idée, ou deux idées, ou trois idées, mais moi, il m'est difficile de développer une idée dans son intégralité dans un court métrage. On va plus dire que un court métrage pour moi, est une forme de, 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 comment on dirait, euh, de, de, de strike, de frappe, de quelque chose d'instantané quelque part. Hmm. C'est-à-dire qui doit ouvrir sur quelque chose. Et pour moi, moi quand j'écris un court métrage, je l'imagine toujours comme un bout d'une histoire plus longue. Hmm. C'est intéressant que tu dis ça parce que... Il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Ranma, s'il te plaît. Ah Ah, excusez-moi. t'as un chat? Ouais, j'ai un chat, ouais. Bah, je le montre à la cam pour ceux qui veulent. Voilà. Cet animal ne sert à rien. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que il y a souvent toi, donc pour toi, c'est pas seulement une forme artistique à part entière, c'est plus un tremplin. Parce qu'il y a souvent ce débat, est-ce que c'est un tremplin pour les réals ou une forme Non, artistique c'est à une part entière? forme artistique à part entière. Non, 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 non. Voilà, c'est là où Oui, il y a un problème. J'ai pas dit ça, j'ai dit juste. Pour moi, c'est une forme artistique à part entière que je pratique. oui. J'étais en repérage toute la journée aujourd'hui. Hmm. J'ai marché dans des champs. Il y avait des frelons. Je me suis fait piquer par des putains de moustiques toute la journée. Oh mon dieu. Il y a pour repérer des lieux de tournage. Ouais. Quand je fais l'étalonnage d'un court-métrage, j'y prends le même soin. Et Dieu sait que je suis soigneux avec ça. Je mets le même soin que si j'avais un film de 4 heures. Donc, la démarche artistique est exactement la même. Mais moi, je te parlais dans la forme narrative. Ah, je vois. Oui, oui, excuse-moi, oui. D'accord. La démarche artistique, c'est la même. Ça reste un film. Je te demandais ça parce Le que film dure souvent... 2 minutes, 5, 10, 20, 30, 40, 900 minutes, c'est un film. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image chez les néophytes du court-métrage qui sert de tremplin pour ensuite faire un long-métrage. Exemple typique, James Wan avec Saw. Mais moi, par exemple, tous les courts-métrages que tu verras, Hmm. sauf un que j'ai pas réalisé, que j'ai écrit, c'est le seul qui ne fait pas partie d'un film. Mais tous les courts-métrages que j'ai écrits, même pas que j'ai réalisé, quand j'écris un court-métrage, mon cerveau automatiquement se projette sur une suite ou ce qu'il y a eu avant. Parce que j'en ai D'accord. besoin pour écrire ce qui se passe maintenant. Je vois. Et pour écrire ma ligne de dialogue, j'ai besoin de me créer une histoire, moi, pour le perso à qui j'écris la ligne de dialogue, tu vois? D'accord. Ok, il y a eu un malentendu. D'accord. Effectivement, tu imagines un avant et un après le court-métrage, mais un peu intangible. D'accord. C'est ça, en fait. Je suis désolé, je vois pas le chat, hein. Euh, mais euh, pour moi, hein, quand t'écris une histoire, tu peux pas abandonner ton personnage au générique de fin, toi, l'auteur. Hmm. Sauf si Effectivement. tu le tues. Mais quand tu fais un court métrage, si tu l'abandonnes au générique de fin, c'est qu'en fait, tu lui as fait une histoire avant. Parce que c'est de... Tu sais, la manière avec laquelle tu parles et les mots que tu emploies dépendent de toute ta vie.
Donc, écrire une phrase dans la bouche d'un personnage, c'est écrire toute sa vie avec cette phrase-là. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu m'as employé une expression. Euh, et couillol, c'est ça? Ouais, couillon, couillon. Mais c'est vrai que je l'ai dit avec l'accent du sud, couillon. Couillon, Ouais. ok? Tu es couillon. Bon, cette expression dénote déjà d'un... C'est-à-dire, quand ton personnage l'emploie, ça dénote d'un trait de caractère de ton personnage. Hmm. Il est de Béziers, tu vois. Ouais. Oui, enfin, Béziers, enfin, il est de la Méditerranée, quoi, Voilà. ouais. Si t'as un mec qui vient et qui te fait enculer, Ouais. oui, Oui, tu vois. effectivement. Donc, ce que tu vas mettre dans la bouche de ton personnage va aussi faire son background. Si le mec, tu lui fais, si le type, tu lui fais dire, euh, écoute mon copain, on va pas rester bien copains, je vais t'enculer, t'es mort après moi. C'est un gitan ch'ti, tu vois? Est-ce que Donc, ça il a le existe, ça? background d'un gitan ch'ti. Si le type a grandi dans une bonne famille avec une bonne éducation, il aura un langage plus châtié, une façon de structurer ses phrases qui sera différente de s'il a grandi dans le ghetto. Hmm. Et c'est pour ça qu'il faut lui imaginer une histoire. Oui, effectivement, ouais. C'est un peu la méthode Jeunet. C'est Jean-Pierre Jeunet, à chaque fois qu'il fait ses persos, il décrit qui il est, d'où il vient, ce qu'il aime pas. Et en fait, il y a certains qui disent, mais cette méthode, elle est pratique pour écrire des personnages, quoi. Juste ça. Oui, mais tu vois, comment moi je pense. Après, attention, Bien je sûr. suis pas un savant. Moi, je pense que tu as une histoire à raconter. Euh, Marjorie est partie au travail et quand elle est sortie du travail, elle a rencontré James. Ils se sont souri. James lui a dit bonsoir, il l'a dragué. Ils ont été boire un verre, il l'a raccompagné. Elle est rentrée chez elle, ils ont échangé leurs numéros, ils ont parlé. La semaine d'après, ils ont ken. Ok. T'as envie de raconter cette histoire. Elle est bien ton histoire déjà. Ok? Maintenant, moi je vais te dire, vas-y, si on rajoute un truc. Ils ont ken, sauf qu'au moment où ils ken, juste après, il s'aperçoit que c'est un bonhomme. Ok? Marjorie, c'est un bonhomme. Hmm. Et si tu veux qu'on mette un peu de dramaturgie, la fin de ton histoire, il se barre de la maison vénère et Marjorie lui envoie de toute façon, t'es lié à moi, j'ai le sida. Elle est bien l'histoire, non? Elle est crue, surtout. Oui, mais ça fait un film, Oui, oui, bien sûr. ok? Donc, là, t'as une histoire. Une fois que t'auras écrit, t'auras dans ta tête et tout, ton truc, t'as ton plan narratif, ok? Maintenant, les personnages, il va falloir les faire parler, il va falloir... soit tu vas me faire un film à la con avec... lorsque j'ai rencontré Marjorie, je me disais... Et en même temps, on voit le truc avec ta voix off, donc du coup, tu utilises une facilité, tu vois. Hmm. Soit il va falloir que tu sois plus subtil et c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. Tu vas devoir développer tes personnages au travers de dialogues et de situations. Hmm. Show don't tell aussi. Beaucoup de show don't tell. De situations. Mhm. Mais pour que tu le mettes dans la situation, faut que tu imagines ce qu'il a fait avant. Bien sûr. Voilà. Pour que comme je te dis, la réaction, toi et moi, on a peut-être, je sais pas, toi, on prend toi, moi, Cyril Hanouna, on nous confronte au même événement, notre réaction ne sera peut-être pas la même en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Cyril Hanouna, il se retrouve à poil au Franprix à Marcel Samba à Boulogne. Il n'a pas de problème. Moi, je me retrouve à poil, je suis pas bien. Moi non plus. Je suis un garçon assez pudique, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Effectivement, Donc, ouais. je pense que... Et ça dépend de ton background, tu vois. Je pourrais te citer plein de trucs, mais moi, je pense que il y a d'un côté l'histoire
Et l'histoire, elle s'enrichit de quiproquos, de twists, euh, de narration, mais elle s'enrichit beaucoup de par les personnages. C'est l'essence même de ton histoire. Sinon, c'est pas la peine de mettre des sujets sur ta photo. Si c'est pour. Moi, voilà, je le vois comme ça. Si tu fais une photo, fais des natures mortes si tu veux filmer si tu mets tous tes sujets flous. Donc, il faut que tes personnages soient développés. Et pour les développer, le développement de personnages, je suis désolé, j'ai toujours pas, jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de méthode où pour le développement cohérent d'un personnage, t'es obligé de lui créer un background. De Hmm. toute façon, les acteurs, les acteurs te cassent les. On peut dire ça sur Twitch. Ouais, vas-y, tu peux. Les acteurs te cassent les couilles. Hmm. Écris un scénario. Je te jure que l'acteur va t'appeler quand tu vas réaliser. Ouais, mais du coup, euh, pensez en lisant là. Le perso, s'il fait ça, ça veut quand même dire qu'il a été au moins à la fac, parce que s'il sait ça et tout, tu vois. Et des fois, t'es là et tu te dis, ouais, si tu veux, me casse pas les couilles, tu vois. Mais il a raison, Hmm. parce que c'est comme ça. Ça fait partie de l'art qu'on pratique. Hmm. C'est une des. Tu sais, le cinéma, c'est un Rubik's Cube, avec plein de facettes. C'est une industrie, c'est un art qui est dans une industrie. Et c'est un art qui en regroupe plein. C'est-à-dire que dans un film, t'as l'art de la photographie, t'as l'art de l'écriture, t'as l'art de la mise en scène, t'as l'art du maquillage, t'as l'art du cadrage, t'as l'art de l'éclairage, t'as l'art de la prise de son. Dans un seul film, t'as ça dans ton Rubik's Cube. Les films que vous qualifiez de grands films en général, sauf un d'entre vous, les films que vous qualifiez de grands films en général ont parmi ces compartiments dans ce Rubik's Cube des compartiments exercés avec une méticulosité extrême. Un soin qui permet d'atteindre l'excellence. Et des fois, des heureux accidents. Hein? Des fois, des heureux accidents. Des trucs qui étaient pas prévus et finalement, on l'a mis. C'est pour ça que je t'ai dit c'est un Rubik's Cube. Hmm. Parce que le cinéma, c'est une suite des fois d'accidents. Tu sais, vous faites un planning de tournage, vous faites tout. Est-ce qu'il va se passer mal? Tu peux pas le prévoir. Il arrivera toujours un truc que t'as pas prévu. Tu... Nous, on fait une scène dans le bois. Ok. On est dans une forêt, bordel de merde. Hmm. Un mec qui passe avec un 50. Je veux bien, mais pas pendant la Deuxième Guerre. Bon. Même chose ce soir-là. On a mal calculé. euh, Parce que moi, je me suis basé, mon plan était sur des lumières avec le feu, etc. On a mal calculé que la distance qui me séparait du tonneau me brûlerait le tibia. Ah. Donc en fait, pendant toute la prise, mon tibia est en train de cramer, en fait. Mais je peux pas m'arrêter, je suis obligé parce que je dois respecter mon partenaire aussi. C'est ça, cet art-là, ça fait partie des arts qui font le cinéma. C'est C'est souvent. ça la particularité du cinéma. C'est ce qui fait beaucoup plaisir aux fans, c'est souvent les anecdotes de tournage. On passera à Django Unchained, ou ce moment où, en frappant la table, DiCaprio s'était coupé la main. Et au lieu de dire coupé, je me suis blessé, il a improvisé avec sa blessure, l'a étalé sur la gueule d'une des actrices, et finalement la scène a été conservée dans le film final. C'est souvent des anecdotes comme ça qui font un peu frémir. On se dit, ah, mais du coup, c'était pas prévu. C'est. Je donne ma parole, moi je réalise le film. Tu te coupes la main. Tu dis j'ai mal, il n'y a pas de problème. Tu dis coupé, on va te soigner. Et je te donne ma parole qu'une fois qu'on t'a soigné, je viens te voir, je te demande si tu vas bien et tout. Et après, je te dis juste une chose. Ne t'avise plus jamais
de dire coupé sur un de mes tournages. Ah, Et acteur, tu ne dis jamais coupé sur mon plateau. ouais, mais c'était une maladresse de ma part, mais disons qu'au lieu de... Non, c'est-à-dire, comme je te dis, non, c'est pas une maladresse. Il y a des acteurs qui font ça. D'accord, autant pour moi. Et les acteurs connus font ça, des fois, ils ont la grosse tête, ils font ça. Mais Leonardo DiCaprio est un des meilleurs acteurs au monde, mec. Hmm. Et tu vois, dans le foot, on appellerait ça, il est Fury Class, frère. C'est un titulaire international, ce mec. Hmm. Cette anecdote est très importante pour tous ceux qui veulent être acteurs. Tu te coupes la main, tu restes dans le personnage. Oui. Tu te pètes la jambe, c'est pas toi qui t'es pété la jambe, c'est le personnage qui se pète la jambe. Si tu dois jouer Rambo, tu pleures pas comme une... Tu vois? Voilà. C'est ça, ça fait partie de l'art qu'on exerce. C'est ça notre métier. Si vous voulez l'exercer à fond. Mais après, ça, c'est un idéal. Après, tu as les grandes productions avec les cerveaux de chacun. C'est, comme je te dis, le cinéma, c'est extrêmement riche. Ne serait-ce qu'en termes de relations humaines. Et tu vois, pourtant, je regardais à un moment une vidéo sur Michel Audiard. Michel Audiard, un excellent dialoguiste que tout le monde adore. Pour lui, le cinéma n'est pas un art parce que le côté collectif, pour lui, il empêche le fait qu'il y ait une vision artistique propre. Le côté collectif empiète beaucoup trop sur le reste. Je sais, je synthétise, hein, Là mais où il a c'était... raison, là où il a raison, c'est lorsqu'on dépasse, lorsque l'œuvre, dans sa réalisation, sort des mains d'un auteur, il est compliqué d'appeler ça de l'art. Hmm. C'est pour ça que je t'ai dit, le cinéma est un Rubik's Cube qui regroupe plein d'arts en même temps. C'est en réponse à ça que je disais ça, mais effectivement, oui. Mais c'est ça qui en fait un art à part. Parce que c'est un art visuel qui consiste à montrer les autres arts. Et là où il y a une subtilité un peu machiavélique, c'est qu'on aura tous une façon différente de la montrer. Et c'est ce qui fait que toi et moi, on peut avoir le même scénario et ne pas faire le même film. C'était Joss Whedon qui l'a regretté ça. Quand Jean-Pierre Jeunet a repris son scénar pour en faire son truc, il a regretté ce film. Il a dit « Je n'aime pas ce que Jeunet en a fait ». Et depuis, il envoie Mais régulièrement Joss des petites Whedon ne piques. sait pas réaliser. Ah, ça c'était... Whedon est un mauvais réalisateur. C'est un très bon scénariste, un excellent script doctor, et c'est un très mauvais. Donc c'est pas plus mal que Ne Jeunet le me parlez récupère. pas de Buffy. Hein? C'était pas plus mal que Jeunet le récupère du coup. Je n'ai, je n'ai à 10 Josh Whedon dans chaque poil de ses testicules. En termes de valeur de réalisation. Hmm. C'est-à-dire un seul film de Pierre Jeunet vaut plus que toute la carrière de Josh Whedon. Et je prends en compte les Buffy qui sont des accidents. Parce qu'en fait, lui, ce que les gens ont aimé dans Buffy, c'est le côté kitsch un peu, tu vois. Hmm. Il voulait pas faire ça. Pour lui, il était sérieux. Certains vont te dire « Ouais, mais Et le quand, premier film Avengers !» ce que vous aimez dans le premier film Avengers, c'est beaucoup l'action. Et l'action, c'est pas Josh Whedon, c'est la seconde équipe. D'accord. Voilà, parce qu'il y a plusieurs équipes de tournage. Et sur les films comme Marvel, euh, un mec comme Taika Waititi, par exemple, a même pas regardé les... Il a même pas supervisé les effets spéciaux. Il a pas vu les effets spéciaux. Il l'a revendiqué. Il a dit, je m'en bats les couilles. Ok. Donc, quand on parle de Josh Whedon, c'est peut-être un bon yes man parfois.
Encore une fois, c'est un très bon scénariste, un excellent script docteur, l'un des meilleurs qu'il y avait sur le marché à l'époque. Et ce n'est pas un bon réalisateur. D'accord. Pour recentrer sur le sujet, tu parlais des contraintes narratives. Est-ce que tu as rencontré des contraintes techniques propres au format du court-métrage? Alors déjà, euh, alors propre au format du court-métrage, non. Il n'y a pas de contraintes techniques propres au format du court-métrage. C'est les mêmes contraintes techniques que tu as sur un long. Tu sais, un long métrage, c'est un empilement de courts-métrages. Dans la manière avec laquelle ça se fait. C'est-à-dire, quand tu fais un long métrage, on est d'accord que tu as un film, allez, on va dire un film de 90 minutes. Oui. Donc Dans une heure ce film de trente. 90 minutes, il y a des séquences, des scènes de 5 minutes, des séquences de 1 minute, des séquences de 10 minutes et des séquences de 15 minutes. On est d'accord? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un long métrage, si ce n'est une suite de courts métrages mis à la suite et narrés avec un plan narratif global. Est-ce que c'est que du coup les scènes qu'on voit dans les menus DVD quand on te met à la scène 1, la scène 2, tout ça, pour toi ce sont des courts-métrages à part entière, les scènes distinctes? Bien sûr. Quand tu prends Le Parrain, Oui. une fois que tu l'as regardé une centaine de fois, Hmm. tu connais les répliques par cœur et tout. Tu le vois pas sur YouTube, des fois les mecs mettent, tu sais, les scènes Oui. d'un film, ils les mettent. La chaîne Movie Clips qui fait beaucoup ça. Tu sais, il y a Lidl qui dit Bertrand Blier sort de ce corps. Je vais te défoncer, Little. C'est pas moi, c'est Lidl. Non, c'est Lidl, t'inquiète, c'est mon gars sur Lidl. Euh, il fait partie de la team. Euh, tu peux répéter ta question parce qu'il m'a distrait avec Bertrand Blier. J'avais. J'avais dit. Oui, parce que tu m'as dit qu'il y avait souvent des mecs qui mettaient des scènes. Oui, il y a les chaînes comme Movie Clips qui mettent souvent des scènes précises Voilà. de films. Il y a une raison pour laquelle on regarde ces scènes-là. C'est parce que c'est des Moi, moments par forts exemple, qu'on a aimés. la scène dans le dernier James Bond, la No Time to Die, la scène d'Anna de Armas, la séquence de Anna de Armas, Hmm. je peux la regarder encore et encore. La scène du parrain, euh, toute la séquence en Italie, je peux la regarder encore et encore. Hmm. La séquence dans le restaurant, quand Al Pacino tue le mec, je peux regarder cette séquence à part. Et si tu écoutes bien ce que je viens de te dire, si tu prends cette séquence à part, elle dure, je crois, 3 ou 4 minutes. Maintenant, si tu veux, je peux m'amuser à te la prendre, mettre un générique au début de cette séquence, en t'écrivant juste en anglais One evening in New York. Tac. On le voit rentrer, je te remets la scène, il panique, il est pas bien, aux toilettes, il prend le flingue, il revient, il tire, il s'en va, je te mets la musique du parrain, générique, c'est un court-métrage. Donc, Effectivement. un long métrage, c'est une suite de courts-métrages avec un plan narratif et une narration globale. Hmm. En tout cas, dans les bons films en général. C'est vrai que, bon, je le confesse, moi, certains de mes films, j'aime bien les avoir en DVD, non seulement parce que pour moi, le physique, c'est la vie, même si je sais que des fois, il faut avoir l'argent et l'espace, et souvent, c'est pas évident, mais surtout parce que des fois, j'aime bien juste repasser certaines scènes en VO, en VF, et je trouve que c'est plus facile par DVD que par Internet. Donc ouais, techniquement, oui, effectivement, quand on veut se revoir une scène, c'est qu'on veut se voir un sorte de court-métrage à part entière, en quelque sorte. C'est exactement ça. John Voss qui précise d'ailleurs que souvent les scènes ne sont pas tournées dans l'ordre chronologique du film. Et oui. Ce qui crée Porte souvent la des faux poisse. raccords. Porte la poisse. En général, on tourne la. En fait, le premier plan que tu mets,
on essaie de ne pas le tourner en premier, en fait. Hmm. Après, alors moi, j'aime bien, en général, essayer de suivre une chronologie. Mais, euh, mais euh, quand tu fais un film, on a plein de films où tu réalises. Il y a même des films où tu réalises le début de la scène aujourd'hui, on fait le film, et après on va retourner la fin de la scène à la fin du tournage. Pour des raisons techniques, des raisons logistiques, des fois, tu tournes une scène, on doit tourner une scène dans le désert. Il fait hyper chaud, on n'a pas de budget, tu m'amènes à la dune du Pilat. Euh, vers Bordeaux, tout ça là-bas. La Rochelle, tout ça. Hmm. Tu m'amènes à la dune du Pilat. Ok, mais s'il n'y a pas de soleil et qu'il pleut, bah, On si repousse on ça plus apprend tard. qu'il pleut pendant une semaine, ben on va se barrer, on va aller tourner en studio autre chose, et on reviendra finir la scène après. Hmm. C'est du cinéma. Effectivement, ouais. Et du coup, pour reparler aussi un petit peu de ton récent court-métrage, je me rappelle le nom, mais c'est juste que j'ai peur de me gourer dans l'ordre. Je sais plus si c'est Jean Moulin Abbé Pierre ou Abbé Pierre Jean Moulin. C'est Euh, Jean Moulin X. C'est Jean Moulin X l'abbé Pierre. Jean Moulin X l'Abbé Pierre, de quoi est partie l'idée de ce court-métrage? Une connerie en fait. On était en live chez Guillaume fait son cinéma. Qu'on embrasse. Je lui fais un bisou, j'étais avec lui toute la journée. Hmm. Donc, salut Loulou si tu nous regardes. On, on parlait, on échangeait sur, tu sais, le fait de glorifier un peu les figures patriotiques nationales d'un pays pour donner un peu de fierté aux gens, tu vois. Hmm. Et j'avais pris l'exemple d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Les Américains, ils le font bien, ça. Ouais. Tu vois, les mecs vont te prendre Pat Garrett, ils en font un super-héros en western. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Le mec, s'il faut, c'était un alcoolo, t'en sais rien, tu vois? Hmm. Ils vont te prendre. Ils te prennent des figures historiques, ils t'ont inventé Robin des putains de bois. Le mec, c'est un voleur. Littéralement, c'est un voleur. Mhm. Une, une putain d'histoire. Les types te prennent des histoires des rois, des trucs. Quand tu regardes les péplums, les mecs te démontent la vie. Tu regardes Bénur, frérot. Mais en France, qu'est-ce qu'on te fait? Simone Veil, une vie de combat, machallah. C'est bien. Mais quand on te présente par exemple la Seconde Guerre, t'as l'impression que les Français, ils étaient tous prêts à parler allemand le lendemain. Ouais. Et ou alors, deux, trois fois, on se dit, tiens, on va sortir un peu les doigts du... et on va faire Napoléon. Et là, même pas, maintenant, c'est les Britos qui le récupèrent. Donc, bon... C'est ça, quand tu prends Napoléon, au lieu de me parler des conquêtes, au lieu de dire aux gens, ouais, vous pouvez être fiers de cette partie de votre histoire, Hmm. même s'il y a des trucs chelous dans l'histoire de Napoléon, tu vois. Hmm. Euh, non, ben on préfère dégrader les trucs. Quand on te fait les trois mousquetaires, on te met Martin Bourboulon à la Réal, faut arrêter de déconner. Le... Pour définir Napoléon, j'aimerais prendre cette phrase de mon père, que j'embrasse, qui disait... à propos de, il parlait de ça à propos de Georges Frêche, mais ça peut s'appliquer à toute figure historique en France. C'est un monstre sacré, mais dans monstre sacré, il y a monstre. Drop the mic, motherfucker. Je peux rien rajouter derrière ça, mec. Tu sais, c'est le freestyle d'Eminem là où il a fini, tu vois. Où il file le micro à Papadoc en mode dit, vas-y, dis quelque chose qui n'est pas dit, que j'ai pas dit, vas-y, dis-le, dis-le. Et... Free drinks at the bar. D'ailleurs, c'est marrant parce que Anthony Mackie l'avait expliqué plus tard, mais il a pris des éléments de ma vraie vie. Je suis en mode, mais t'es pas en train de parler de moi là, mais t'es en train de parler de moi là, pas de Clarence, espèce d'enfoiré. Et il a eu raison. Ouais.
Ça fait partie enfin, du cinéma, de la méthode. Nous embrassons tous Stanislavski. Voilà. Les acteurs comprendront. Et du coup, t'avais envie, par ce court-métrage, de revaloriser un peu des figures, des figures un peu glorifiantes de France. Je voulais prendre des films. En fait, de base, je me suis dit, avec Guillaume, on s'est dit, ce serait bien qu'on ait des figures historiques fortes, un peu badass, tu vois. Et lui, il sort quoi? Et donc moi, une des figures historiques que j'aime le plus, c'est Jean Moulin. Coucou, il vient de Béziers. Salut. Euh, le, je kiffe Jean Moulin, tu vois. Jean Moulin, en fait, quand je lisais un peu son histoire, j'ai lu une anecdote et je me suis toujours dit un jour, ça, il faudrait que je le mette en film, tu vois. À la mairie du 15e arrondissement à l'époque, Jean Moulin se fait arrêter Oui. par les mannequins de chez Hugo Boss. Et euh, les mecs l'enferment à la mairie en lui disant tu bouges pas. Jean Moulin, il prend un coup de papier, ok? Il tape à la porte. Le mec, il ouvre la porte. Jean Moulin, il le regarde, il lui dit moi, je suis Jean Moulin et on m'enferme pas. Et il s'est ouvert la Jegor, frère. Mm. Est-ce que tu vois le mindset de fils de pute? Comme dirait Pierre-Yves Rougeron, qu'on a déjà reçu sur Radio Dojo, des mecs épais. Mais vous me parlez de quoi? T'as 100 mecs comme ça, mais on te baise un pays, frère. Ces mecs-là, c'est des bonhommes, tu vois. Quand, quand on veut te montrer ce moment-là, alors, je ne veux pas dénigrer les autres. On va te montrer un film avec un long plan sur un lac, un petit garçon, un monsieur qui arrive. Jean! Jean! Dépêche-toi! Maman va partir au marché! C'est tellement vrai. On va te casser les couilles pendant une demi-heure avec... au CP. Alors, monsieur, votre fils, ok, 20 ans plus tard, on le montre avec une raclie, ils vont dans un cabaret, ça picole, ok. Là, on arrive à 2 heures de film, 1940. Mec, fallait commencer là, putain. C'est ça qu'on veut, tu vois. Jean-Norris fucking Moulin, tu vois. Tu vois, c'est... Et avec toute cette idée, lui, il me sort quoi? Guillaume, il me fait... Imagine, on fait un truc, genre une bande-annonce. Lui, il voulait faire une bande-annonce à la Machete, tu vois, parce qu'on est fan de Robert Rodriguez, tous les deux. Il me dit, imagine, on l'appelle Jean Moulin 2. Il n'y a pas de 1. Et on rigole de cette connerie. C'est con, hein? Et après, je lui dis, attends, tu sais quoi? Vas-y, chiche, je l'écris. Il dit, ouais, machin et tout. Et moi, je lui dis, vas-y, donne-moi une semaine, mais je me connais pour écrire, tu vois. Quand je te dis donne-moi une semaine, en général, 2 jours après, tu reçois quelque chose. Mm. Euh, du coup, j'ai dit, ouais, ben donne-moi une semaine. Je crois le lendemain, j'ai dit, tiens, regarde, j'ai écrit ça. Et je lui envoie une dizaine de pages. Il fait, et t'as fait ça quand? Je dis, là. Il dit, putain, ouais, c'est pas mal et tout. On discute, il me dit ça, tu penses que tu pourrais le changer, tu fais ça. Je dis, ouais, il y a moyen et tout. Bon, naturellement, Guillaume, à qui je fais un gros bisou, a toujours des vraies ambitions. Mais à chaque fois, je suis obligé de lui dire, mais Guillaume, on n'a pas d'argent. Parce que Guillaume commençait déjà à me parler d'une scène avec un avion. Tu sais, les avions à l'ancienne, là. Oui, oui. Il me dit, on le tracte et tout. Je dis, ouais, mais Guillaume, on n'a pas d'argent. Genre, il faut une équipe, il faut 15 personnes pour faire la scène de l'avion. Tu vois. Donc, finalement, on part sur le court-métrage que tu as vu. Et donc, de là, on a discuté. Après,
on a rediscuté, on a fait pas mal de discussions autour de ça et on s'est dit, vas-y, on porte nos couilles, on le produit. D'accord. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, c'est donc les contraintes budgétaires dont tu as parlé, et également un parti pris narratif en mode aller à l'essentiel et pas s'éterniser sur son enfance, qui t'ont poussé à adopter le format du court métrage pour ça, quoi. Format du court-métrage parce qu'on n'a pas d'argent. Mais tu l'as dit toi-même, il y avait aussi le côté aller à l'essentiel, aller au moment où vraiment ça commence Ouais, réellement. mais moi, en fait, j'ai déjà la suite du film. Et si on te Tu donne vois, le film, il se l'opportunité... finit. Pardon, excuse-moi. Le film, t'as vu, il se finit sur le bois et ils se disent, ouais, on va aller dégommer Klaus Barbie, tu vois. Hmm. Et la suite du film, c'est ils arrivent dans l'hôtel particulier, en fait. C'est-à-dire que si là, tu me donnais, pour anticiper ta question, si tu me disais, ouais, Joseph, je te donne 500 000, je te donne 1 million, je te donne 2 millions, et je veux le long métrage, la suite, déjà, tu aurais une meilleure qualité, parce qu'il y aurait de l'argent. Et la première scène du film, donc tu aurais le court métrage en intro du film. La première scène du film, c'est la bagarre au restaurant, tu vois. Dans l'hôtel particulier, il dégomme tout le monde et tout, tu vois. Je vois. Parce que Guillaume, il aime bien faire de l'action, lui. D'accord. Donc c'est aussi pour faire plaisir à mon producteur. D'accord, d'accord. Et vu que... Attends, j'avais la question en tête et elle vient de sortir. Mais et du coup, parce qu'en plus il m'a pris au dépourvu vu que tu as répondu à la question que j'avais prévue. Euh, pour l'avenir, est-ce que tu as d'autres projets de court métrage en tête ou est-ce que c'est encore flou? Oui, 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 oui. Hop, attends, juste j'envoie ce message à Lidl, ma fille. Lidl qui dit mon Non, non, à costume. ma fille. Non, non, mais il y a Lidl qui dit mon costume Hugo est prêt pour la deuxième manche, pour la deuxième partie. Mais Lidl, tu rigoles ou quoi? Mais si tu veux, si on doit tourner la suite, je te mets en soldat et je te flingue au début. Euh, du coup, est-ce que je te... Donc, ouais, alors la suite, oui. La suite de nos projets professionnels. Alors là, on débute normalement un tournage. euh, on reste en fait, on est en train de finir le casting d'une des deux actrices principales, mais ça va aller. Elle a pas beaucoup de répliques, donc ça va. Là, je suis allé en repérage aujourd'hui pour les endroits où on va tourner. Notre prochain court-métrage, normalement, que je dise pas de conneries, 28, 29, 30 juin, il me semble. D'accord. On a commencé les répétitions déjà. Très bien. Donc, ouais, donc normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah, qu'on tourne dans les temps, je pense que pour la fin de l'année, euh, le court-métrage sera fini pour la fin de l'année, un peu comme Jean Moulin l'Abbé Pierre. En fait, Jean Moulin l'Abbé Pierre, je l'avais fini depuis novembre. Mais comme on voulait le présenter au Festival de Cannes, euh, on n'a pas eu le droit de le sortir parce qu'en fait, t'as pas le droit de sortir le film avant. Il doit être exclusif au Festival de Cannes, en fait. C'est l'avant-première, c'est chez eux. Je comprends. Il a pu être diffusé ou pas? Pardon? Il a été diffusé ou pas? Ben, ils l'ont regardé, il n'a pas été sélectionné dans les finalistes. Ah, Et je crois qu'il y avait 4000 courts-métrages quand même. Donc, la concurrence était rude, ouais. voilà, mais après, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce court-métrage-là, techniquement. Mais on a fait avec les moyens qu'on pouvait. Et là, même si on a un budget, faut savoir, les costumes, ça coûte cher. Hmm. Les costumes, moi, je me suis déplacé deux, trois fois là-bas. Tout ça, tu vois, tout ça, ça fait partie du budget, tu vois. Bien sûr. Donc, les billets de train, la bouffe, tu vois, ça fait partie du budget.
Donc, parce que quand on dit budget, les gens ils pensent les effets spéciaux, les. Non, mais dans ce qu'on appelle le budget, il y a déjà tout ça, tu vois. Donc déjà, rien qu'avec la bouffe, les trucs comme ça, des fois, t'es à 200-300 balles, tu vois. Plus 400 balles de machin, plus 500 balles de ça, 300 balles de ça. À 1500 balles à la fin, tu vois. Ouais. Quand on dit on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Hmm. Voilà, le court-métrage que t'as vu, je suis assez fier de nous parce qu'on a envoyé un court-métrage à Cannes, court-métrage à 1000 € quand même. Ce qui est déjà une belle somme. Avec mes déplacements. Je vois, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de, il y a un retour de l'amateurisme un peu sur YouTube. On avait reçu Rudy Pomared, qui a réalisé notamment Damned et Flanders Company, qui étaient un peu les papas de la web série en France. Et c'est marrant d'ailleurs parce que vous avez des points de convergence parce qu'il avait expliqué que lui, il était à Perpignan et alors que ça parlait beaucoup J'habitais de... à Perpignan. Hein. J'habitais à Perpignan, j'habitais au Moulin à Vent et à Saint-Jacques. Ah, ok. Et bah, lui, en fait, il avait tourné ce film-là. Il avait tourné le premier Damned avec une bande de potes à Perpignan, avec très peu de moyens, un pauvre logiciel première pour faire les effets spéciaux, et puis basta, quoi. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, ça revient un peu l'amateurisme sur Internet, où on fait avec peu de moyens, on n'a pas de pognon, mais on a des idées. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel? Ben... Parce que, ben... Ah, tu me prends un cours, tu me prends de cours, là. Un professionnel, je pense que c'est rien d'autre qu'un amateur qui est payé pour son travail. Oui, oui, effectivement, oui, oui. Donc c'est le level un peu au-dessus parce qu'il est pro, Exact. mais on le paye. Mm. Donc, il y a beaucoup d'amateurs dans le cinéma. Si tu leur donnes un peu de moyens, euh, tu sais, Mm. la plupart des gens, tu sais, si tu me dis, ouais, Joseph, je vais faire mon premier court-métrage et que je te donne 100 000 €, tu vas faire de la merde. Je suis sûr. Parce que tu sais pas utiliser l'argent. Mhm. Mais si je te dis, tu sais quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est comme dans les jeux vidéo. Fais Oui, la liste de ce que t'as. l'inventaire. L'inventaire, voilà, merci. Ok, j'ai un pote, j'ai un téléphone, j'ai une lumière, j'ai un PC, j'ai une copine, j'ai un appart, j'ai une piscine, il y a machin qui a un scoot, il y a machin qui a une voiture. Ok? Je veux faire un film, voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux raconter comme histoire avec ça? Écris ton histoire dans l'ordre du réalisable avec ce que t'as, tourne ton film. Et tu apprends sur le tas, avec le peu de moyens que t'as. Tu vas tourner avec ton premier film, ça va être chelou, il y aura des trucs bien, des trucs moins bien. Tu vas tourner ton deuxième film, tu auras appris de tes erreurs. Tu vas regarder des films et tu vas dire, attends, ça je pense que je peux le faire. Tu vas lire des articles, tu vas lire des journaux, tu vas lire tu vas voler des PDF sur Internet, tu vas aller dans une école de cinéma, tu vas prendre option cinéma en première. Tu comprends? Hmm. Qu'est-ce que t'as? Ne regarde pas qu'est-ce que tu veux, regarde qu'est-ce que t'as. Où est-ce que tu es, où tu veux aller avec ce que tu as. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens rechignent, mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Peu importe que votre film soit bien ou soit mal, essayez d'avoir assez d'autocritique pour accepter ce qui pue dans votre film. Changez-le et réalisez vos films. Vous avez des amis, vous avez... c'est un... Raconter des histoires, en fait, avec des images qui bougent.
et des dialogues. C'est ça le cinéma. Raconter des histoires avec des images. Hmm. C'est tout. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez le faire. Ah, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grue. Tu veux faire un travelling, tu prends un skateboard sur ton téléphone, un pote à toi, et puis voilà. Au lieu d'être là à scroller sur Tinder et à vous taper des hooks, tu vois. Mais justement, il y avait une bande de jeunes frères, trois jeunes frères, qui avaient réalisé en 2010, en 2017 un film de SF avec très très peu de moyens. Eratum 2037. Bon, moi personnellement, je tire toujours mon chapeau à ceux qui réalisent des films de SF qui tiennent à peu près la route, même quand ça tient à peu près. Parce que c'est un genre très 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 particulier. Déjà, il y a les sous-genres dans la SF. Hmm. Euh, la science-fiction, en fait, la science-fiction est un cinéma à part, c'est pas un genre. Parce que dans la science-fiction, t'as des histoires d'amour. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de cinéma de science-fiction, je me permets de rebondir là-dessus. Vas-y. Le cinéma de science-fiction est l'éjaculation de la littérature de science-fiction. C'est-à-dire, c'est la progéniture, c'est l'enfant, c'est ce qui a été accouché de la littérature de science-fiction. Et quand tu prends les genres littéraires, même dans la littérature, la science-fiction est un genre qui regroupe des sous-genres. C'est-à-dire qu'on peut te raconter une histoire d'amour au travers d'une histoire de science-fiction. En Blade Runner 2049, Blade Runner l'original, pardon, c'est un peu un polar de science-fiction. Hmm. Le film avec Christian Bale, Equilibrium, Hmm. c'est de la science-fiction. Mais c'est un thriller policier. Hmm. On parlait, Minority, on parlait de Joss, Minority Report, c'est pareil. on parlait de Joss Whedon. Firefly, c'est un mélange entre de la SF et du western. La- Westworld, Hmm. voilà. Euh, le, those two motherfuckers. Le Wild Wild West, Oui, West Side- les mystères de l'Ouest. oui. Il y a des fois des trucs un peu paranormaux dedans. Hmm. Supernatural, c'est une série qu'on peut qualifier de SF. C'est du fantastique. Hmm. Euh, Stargate, au final, Stargate, c'est quoi? Une petite série d'action. Hmm. Alien, c'est de la SF Ouais. horrifique. Alien 1, c'est de la SF horrifique. Alien 2, c'est de la SF horrifique d'action. Mhm. Alien 3, c'est de la SF d'anticipation avec euh, un côté anxiogène. Euh, Alien 4, c'est un autre genre, Hmm. tu vois. C'est ça qui faisait la force de la saga, mais qui pour moi, je pense qu'on a été un peu trop loin. Après, là, ça s'est bien rattrapé. Moi, j'ai bien aimé Alien Romulus. Je trouve que c'est un bon divertissement. Il faut arrêter de... On refera pas ce qu'on a fait avec Alien. Tu Hmm. vois, ça existe déjà. Il faut arrêter de vouloir refaire ce qu'on a fait. Je trouve que c'est une belle façon de le réinventer avec cette espèce de science-fiction bubblegum divertissante à la dopamine et à l'ocytocine, tu vois. Hmm. Voilà, buddy. Je vais prendre un truc à boire si tu le permets pendant que tu réfléchis à ta question. Non, j'attendais que tu finisses ton développement. Ouais. Et il y a J'ai
Je vais juste. Mais là, il y a Lidl qui pose la question s'il avait eu la chance de tourner avec Belmondo, quel genre de film ça aurait été. Parce que c'est vrai que dans Jean Moulin X l'abbé Pierre, il y a un côté très gouailleur, très audiaresque dans les dialogues. Et c'est voulu parce qu'en fait. Attends, ah non, putain, parasite. Euh, c'est voulu parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai un beau t-shirt. Ouais. Euh, c'est voulu parce qu'en fait, euh, le truc c'est si Robert Rodriguez rencontrait Michel Audiard. C'est un peu déjà le cas avec Sin City. Bon, ben, on est fans tous les deux de Sin City avec Guillaume, donc Alors moi j'aime le un et le 2 au même niveau, il fait partie de mes films ils font partie tous les deux de mes films préférés. moi je suis fan de Robert Rodriguez en général en fait. Je, je peux, moi j'aime manger du Desperado, veux-tu en voilà, je peux manger du, Même du Spy Kids. non peut-être pas, mais pas fan de cette merde. Euh, mais, je suis vraiment pas fan. Ça me donne l'effet de cette espèce de coca zéro turc. Tu sais, le coca qu'ils vendent chez le Pakistanais, il a un goût bizarre. Mais non, pour en revenir à- pour en revenir au côté audiaresque, loin de moi, je pense que j'arrive pas à l'ongle de l'orteil de Michel Audiard en termes de verve, de talent, de tout ce que tu veux. Je suis la merde de la merde de la merde de la raclure de la merde du mec, tu vois. Euh, j'espère que c'est clair. Euh, C'est un peu exagéré mais je vois l'idée, ouais. non, ouais, vraiment, c'est vraiment. Je ne me comparerai jamais à ce monsieur. Euh, mais c'est une façon aussi pour moi de lui rendre hommage parce que je pourrais pas te faire un classement là, mais parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Mais c'est un des. Je pense que c'est le meilleur auteur français pour moi. Hmm. De cinéma ever en termes de dialogue. Ouais. Tu fais pas mieux en termes de dialogue. Hmm. Bon, on retient plus les dialogues que les films d'ailleurs en plus. Hein. Et du coup, ouais, pour répondre à Lidl, quel genre de film ça aurait été si t'avais eu la chance de tourner avec Belmondo, paix à son âme. Ça dépend lequel. Si tu me. Si tu me donnes euh, le Belmondo Prime, euh, le début de la période Bébel, je fais John Wick. Je fais John Wick direct avec Belmondo en 77 ou en 79, tu vois. Je fais John Wick, allez, il déglingue tout le monde, il se fait défoncer, il saigne, il flingue des mecs, il ken des meufs. Voilà, Bébel, quoi. Après, si tu me dis de travailler avec le jeune Bébel, est-ce que je ferais mieux euh, ce- que ce qu'il a fait avec dans À bout de souffle ou autre chose? Je pense pas. Ah, je sais pas, tu m'as posé une colle, mais ouais, moi j'aurais fait. Ouais, peut-être même. Tu sais quoi? Même si je suis pas friand du manga, si là tu m'aurais redonné Bebel Prime, là aujourd'hui tu me sors un clone de Bebel Prime, c'est Cobra. D'accord, donc tu mets un côté Cobra dans ton Jean Moulin X l'abbé Pierre. Ouais, après s'il fallait, honnêtement, s'il devait jouer dans le film, alors il y a des chances qu'ils mettent Guillaume au chômage. Alors, je pense que c'est ça que voulait demander Guillaume, hein, que voulait demander Lidl, pardon. Mais Il y a des chances, il y a des chances, mais en fait, déjà si j'avais eu Bebel là, euh, je peut-être même il aurait joué l'abbé Pierre. Direct. hmm, Ouais, ça m'aurait pas gêné. Mais c'est vrai que Bébel en Jean Moulin, ça claque quand même. effectivement, ouais.
Alors là, mon petit gars, je vais t'expliquer ce que tu es en train de faire, j'aime pas beaucoup. Effectivement, Donc, euh, ça aurait rendu assez sympathique. donc voilà, mais voilà, c'était un exercice de style, tu Hmm. vois. Euh, dans un genre, c'est volontaire s'il y a ce côté un peu nanar dans la première partie. Euh, Parce qu'il se compose de trois parties en fait. T'as la première partie, une espèce d'interlude avec la marche dans le champ, et t'as la conversation dans le bois qui est la troisième partie. Et chacune de ces parties représente un genre un peu différent. C'est-à-dire Hmm. que t'as la première partie qui est un peu euh, Robert Rodriguezienne. Hmm. Euh, T'as la marche dans le champ qui est en fait l'interlude où je me fais plaisir avec la Golden Hour et tout. Et t'as la discussion donc dans la forêt, autour du feu, qui pour moi est plus mon cinéma, quoi. Ce que moi je fais quand je veux pas, euh, sans exercice de style au niveau de la réalisation, mais avec du coup un exercice de style au niveau du dialogue, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a ce fameux dialogue entre guillemets audiardesque, sans vraiment, sans prétention aucune. Ouais. C'est effectivement ce que j'ai ressenti, ouais, que c'était découpé en ces trois segments quand je l'avais visionné. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la rediff de Radio Dojo, on mettra le lien du court-métrage en commentaire Merci. ainsi que le lien vers ta chaîne, la chaîne du connard. Tu es régulièrement en live si je, il me semble que tu es en live chaque semaine, c'est ça? Tous les samedis. Tous les Tous les samedis. samedis. Il y a déjà 135 lives là, du samedi, plus les lives spéciaux, musicaux et cinématographiques. Euh, Il y a pas mal de contenu sur la chaîne quand même. Hmm. Et Il c'est y a par... beaucoup de reviews de films. Hmm. Mais voilà, c'est La vie du connard, c'est un peu spécial. La vie du connard, en fait, c'est un instantané. Hmm. C'est un film qui sort au cinéma. Donc des fois, c'est un peu, c'est pas forcément juste, mais euh, c'est un instantané qui correspond aussi à moi dans la société du moment, à ce moment-là, quand je vois le film. D'accord. Ouais, c'est un peu ce que faisait un peu Durandal aussi au tout début, c'est-à-dire il sortait de la séance, il faisait son vlog avec les notes qu'il avait prises sur son portable, et puis voilà quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que après, pour éviter d'être, pour essayer d'avoir un peu d'objectivité, je note comme à l'école, c'est-à-dire je note les compartiments. La Hmm. photo, la réalisation, la mise en scène, le scénario, le casting, euh, la, les effets spéciaux, l'action, la musique. Après, je mets une note globale. Et après, je donne mon avis du connard à moi à la fin de l'avis du connard. C'est D'accord. comme ça que ça se structure, Ok. au niveau de l'écriture. Bah on mettra Parce que c'est écrit. Bah écoute, de toute manière, ceux qui voudront voir un peu ce que donne le résultat, on mettra les liens sur la chaîne YouTube. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le côté un peu spontané et anarchique des lives à la con. Même si c'est vrai qu'il y avait deux trois moments, j'ai écarquillé les sourcils en mode ah, on peut dire ça sur YouTube? Ok, tant mieux. Alors, ouais, moi, tous mes lives sont en monétisation orange, hein, parce que on est hardcore, hein. C'est... Euh, Voilà. pour conclure cet entretien, on va poser la dernière question de Lidl qui vient d'en poser une et après on te laissera un petit mot pour la fin. Mais Lidl demande quel metteur en scène français et un autre étranger vivant pour qui il a beaucoup d'estime pour son travail. Donc bon. Et du coup, dans ceux qui sont encore vus aujourd'hui, un français, un étranger que tu respectes. Dont tu as de l'estime pour le travail. Jacques Audiard, en France. Euh, je respecte tous les autres, sauf Martin Bourboulon. Euh, Jacques Audiard en France, et tant qu'il est vivant, Francis Ford Coppola. C'est mon réalisateur préféré. T'en as pensé quoi de Megalopolis? Je sais qu'il est un peu divisé. Moi, je suis fan. Ok. Et je suis pas objectif, je suis fan du cinéma
de Coppola comme je suis fan de la poésie de Baudelaire, comme je suis fan de la peinture de Van Gogh, en fait. C'est-à-dire que j'ai aucune objectivité. J'ai passé le stade d'être objectif parce que leurs œuvres... euh, j'ai passé le stade d'être envieux. De, 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 de leurs œuvres, je fais que c'est des moments merveilleux, tu vois. Hmm. Ce que fait sa fille, tu apprécies ou Donc, pas? pardon? Sofia Coppola, sa fille, ce qu'elle fait, Non, Non, t'arrives pas? casse les couilles. Je la préférais quand elle était bébé et qu'on l'a baptisée dans le parrain. Ok. Eh ben, écoute, on va pouvoir... on arrive au bout de cet entretien. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ben merci. Merci à toi. Merci pour cet entretien qui était très très plaisant. J'espère que je t'ai pas trop saoulé avec mes explications à rallonge. Merci à toi pour cette invitation. Sache que, je te le dis en direct, tu es le bienvenu. Je t'enverrai les liens les samedis si tu veux venir participer au live à la con. Euh, Ce sera avec plaisir. S'il y a des soirs où il y a des films dont tu as envie de parler avec nous parce qu'on est en train d'en parler ou autre, n'hésite pas, tu m'envoies un message ou tu me le mets dans le chat. Tu dis, ouais, Joseph, check ton Twitter et je regarde vite fait. Euh, Ce serait vraiment avec plaisir parce que je te trouve fort sympathique, mon ami. Merci beaucoup. Bah écoute, plaisir partagé. Je vais même te dire, en fait, j'avais dit souvent à Coréjo, parce que je connais bien Coréjo, on a déjà fait des émissions ensemble, et Camille, on a fait les manches disques. D'ailleurs, tu parlais de Robert Rodriguez, j'ai parlé du groupe de Robert Rodriguez dans les manches disques, Shingon, très très bon groupe de rock latino que j'aime beaucoup. Et j'avais dit à Coréjo, mais il faudrait un jour que je le rencontre, Joseph, parce que je suis sûr qu'on pourrait bien s'entendre, et je vois que ma prédiction a été réalisée. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. T'en fais pas pour les explications, nous on adore. Plus c'est intéressant, plus c'est long, mieux c'est. Hein. On a déjà reçu des doctorants qui ont parlé pendant 2h40 du Brexit, donc il n'y a pas de souci, nous on s'adapte. Moi j'espère juste que mes petits moments d'amateurisme, ça arrive souvent dans Radio Dojo, hein, mes petites maladresses n'ont pas trop pénalisé ton expérience. Du tout. Pas le moins du monde, mon ami. C'était fort agréable, vraiment. C'était c'était une discussion fort agréable. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous aura plu. Le prochain Radio Dojo, c'est dans 2 semaines. Même jour, peut-être pas même heure, parce qu'on va peut-être essayer on va essayer le plus possible de revenir au créneau habituel. Je vous dis pas le nom de l'invité, je vous réserve à la veille comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!